Là, maintenant, on va aborder de façon un peu plus formelle les trois lois de Newton. Ces trois lois-là ont été énoncées pour la première fois par Isaac Newton, qui est vraiment un des grands génies de l'histoire. C'est sans doute un des plus grands scientifiques là, de l'histoire. Il a énoncé ces trois lois-là qui sont nommées en son honneur et qui vraiment contiennent l'essence de toute l'étude de la dynamique, c'est-à-dire l'étude des forces. Les gens qui vont, par exemple, étudier en génie mécanique, en génie civil, les gens qui ont besoin de comprendre le mouvement, comme par exemple les gens qui doivent concevoir des fusées, des Formule 1, des bicyclettes, un ascenseur, un pont. Quand on veut concevoir quelque chose comme ça qui est mécanique, on a besoin de ces trois lois-là. C'est ça qui dicte là, le comportement des objets au niveau de leur mouvement. Première loi, le principe d'inertie. On en a parlé beaucoup dans les trois exercices qu'on vient de faire. Tout corps au repos, je rappelle au repos, ça veut dire immobile. Tout corps au repos ou se déplaçant en ligne droite à vitesse constante, donc en MRU, conserve son état de mouvement tant qu'aucune force résultante, non nulle, s'exerce sur lui. Donc, je l'ai déjà reformulé à plusieurs reprises, là, ce principe-là de différentes façons, mais comme j'ai dit, c'est le principe de l'élan. Ça prend une force pour acquérir un élan, ça prend une force pour arrêter un élan, mais ça prend pas de force résultante pour maintenir un élan. Donc, un corps a tendance à vouloir juste maintenir son état de mouvement. Deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, en fait, elle dit, OK, c'est beau la loi de l'élan, mais si on pousse un objet pour lui faire acquérir un élan, comme le père tout à l'heure qui poussait Kelly avec 100 newtons, avec une force de frottement de seulement 20. Fait qu'il y avait une force résultante de 80 vers l'avant. 80 newtons. Maintenant, c'est quoi l'accélération qu'il va avoir? Fait que la deuxième loi, ce qu'elle dit, c'est OK, on peut donner un élan à quelqu'un, mais à quelle accélération il va avoir si on lui donne une certaine force? Alors, elle dit, la force résultante qui va s'exercer sur un corps va être égale à la masse de ce corps-là, m, fois son accélération, a. Ou on peut l'exprimer, puis je pense que c'est même plus intuitif de l'exprimer sous cette façon-là, c'est la même équation, mais vous isolez le a dans l'équation. A égale Fr sur m. Fait que ça veut dire l'accélération d'un objet est égale à la force résultante sur la masse de l'objet. Là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand on est au numérateur, ça veut dire que c'est proportionnel. Autrement dit, l'accélération, elle est proportionnelle à la force résultante, puisque la force résultante est au numérateur. Autrement dit, si la force résultante est 2 fois plus grande, l'accélération va être aussi 2 fois plus grande. Ok, c'est logique. Si je pousse, mettons, vous prenez un chariot d'épicerie. Si vous donnez une force de 10 newtons dessus, il va accélérer. Mais si maintenant vous donnez 20 newtons de force dessus, vous poussez plus fort, 2 fois plus fort, ben il va accélérer 2 fois plus. Okay, c'est juste ça dans le fond. Okay, ça c'est le premier volet de la deuxième loi de Newton, c'est l'accélération proportionnelle à la force résultante. Si vous donnez une force résultante 2 fois plus forte, l'accélération va être 2 fois plus forte. Mais il y a un autre élément dans cette équation-là, c'est la masse. La masse, dans le fond, c'est au dénominateur, comme vous voyez, de la fraction. Autrement dit, l'accélération, elle est inversement proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que si la masse est 2 fois plus grande, la masse de l'objet est 2 fois plus grande, l'accélération va être 2 fois plus faible. 2 fois plus faible. Faisons un exemple. Prenons un chariot d'épicerie vide. Vous donnez une force de 10 newtons dessus, il va accélérer. Reprenez votre chariot, mais maintenant vous le remplissez de vivres de façon à ce qu'il soit 2 fois plus lourd, 2 fois plus massif. Vous donnez la même force dessus, il va accélérer moins. Je pense que c'est assez facile d'imaginer un chariot d'épicerie vide, mais exercer une certaine force dessus. Imaginez maintenant le même chariot d'épicerie complètement plein, très 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 massif, très très lourd. Vous exercez la même force dessus, il va accélérer beaucoup moins. Essayez-le. Essayez-le si vous n'êtes pas convaincu la prochaine fois que vous irez à l'épicerie. Donc, un objet qui est 2 fois plus massif va accélérer 2 fois moins pour la même force. Fait que c'est les deux aspects, dans le fond, de cette loi-là. Proportionnelle à la force, l'accélération d'un objet est proportionnelle à la force résultante qui agit sur elle, et inversement proportionnelle à sa masse. Fait que la masse, c'est comme... La masse, on peut dire, c'est la quantité de matière que contient un corps. Puis
Puis ça représente aussi l'inertie de l'objet, c'est-à-dire la difficulté de le mettre en mouvement. Donc un objet qui est 2 fois plus massif va prendre 2 fois plus de... va accélérer 2 fois moins pour la même force. Ça, la deuxième loi de Newton, je vais l'expliquer dans un autre contexte. Reprenez la situation qu'on avait faite précédemment avec les boules de papier. Vous vous rappelez, quand on parlait de la chute libre, on avait une situation où est-ce qu'on laissait tomber une feuille de papier et un livre. Et on avait réalisé que, bon, si on laisse tomber la feuille comme ça à plat, elle va tomber plus lentement à cause qu'elle a une très grande résistance de l'air, un peu comme une plume. Mais on avait réalisé que si on chiffonnait la feuille et qu'on la laissait tomber, à ce moment-là, elle va tomber au même rythme que le papier. Cette loi-là, en fait, la deuxième loi de Newton, elle permet de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi la feuille qui est beaucoup moins massive que le livre, pourquoi est-ce qu'elle prend quand même... pourquoi elle va quand même accélérer au même rythme, même si elle est beaucoup moins pesante? C'est qu'en fait, la feuille de papier, elle a un poids qui est... Bon, prenons des chiffres ronds là, pour que ce soit plus simple. Supposons que la feuille elle a une certaine masse, puis le livre est 100 fois plus massif. Okay? Donc le livre contient, mettons, 100 feuilles. Fait qu'il est 100 fois plus massif que la feuille. Ça veut dire que le livre, il y a un poids qui est 100 fois plus élevé. Il y a une force 100 fois plus élevée qui l'attire vers la Terre. Puis c'est pour ça que la plupart des gens pensent que le livre va tomber plus vite. Les gens pensent que le livre va tomber plus vite parce qu'il y a un plus grand poids, il est plus... On le sent quand on le prend dans notre main, qu'il est plus attiré fort vers la Terre. Ce qui est vrai. Il est attiré 100 fois plus fort vers la Terre. Son poids est 100 fois plus fort. Mais sa masse est aussi 100 fois plus élevée. Le dénominateur ici est aussi 100 fois plus élevé. Autrement dit, il a aussi une inertie 100 fois plus élevée. Et c'est pour ça que les deux facteurs s'annulent au bout du compte. Le livre, il est 100 fois plus attiré vers la Terre, mais il est aussi 100 fois plus dur à accélérer. On va dire qu'il y a une inertie qui est 100 fois plus grande, parce que sa masse est 100 fois plus grande. Il est 100 fois plus dur à accélérer. Fait que les deux facteurs s'annulent. Il est 100 fois plus attiré, mais il est aussi 100 fois plus dur à faire bouger. 100 fois plus dur à faire bouger parce que sa masse est 100 fois plus élevée. Fait que les deux facteurs s'annulent et au bout du compte, ça donne la même accélération que la feuille. Fait que c'est ça le facteur d'inertie que les gens oublient quand qu'on leur demande par exemple quel objet va tomber plus vite. Les gens vont penser le livre parce qu'il est plus lourd, mais c'est parce que les gens oublient souvent, les gens qui n'ont pas suivi leur cours de physique, oublient qu'il y a le facteur d'inertie qui est là aussi. Et la troisième loi de Newton, on l'appelle aussi la loi d'action-réaction. Elle dit la chose suivante. Un corps A exerce une force sur un corps B. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors que le corps B réagira en exerçant sur le corps A une force de grandeur égale, mais de sens opposé. Voyons un exemple de ça, la troisième loi de Newton. Alors, comme je disais, la troisième loi de Newton, on l'appelle aussi le principe ou la loi d'action-réaction. En fait, ce que ça stipule, cette loi-là, c'est que toutes les forces de l'univers existent toujours en paire. Une force ne peut jamais être seule. Prenons par exemple une pomme, qui est comme la fameuse pomme là, du pommier d'Isaac Newton. Lorsqu'elle tombe vers le bas, elle tombe à cause de la force de gravité, le poids. Rappelez-vous, hein, le poids et la force de gravité, c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Lorsque la pomme tombe vers le bas, c'est une force qui est exercée par la Terre sur la pomme. Donc, une force est toujours exercée par un objet sur un autre. Autrement dit, il y a un objet qui cause la force, puis un objet qui subit la force. Dans le cas du poids de la pomme, ce qui subit la force, c'est la pomme. La pomme, elle subit une force vers le bas. Mais qu'est-ce qui cause cette force-là? C'est la Terre. Donc, la Terre exerce la Terre exerce une force sur la pomme. On pourrait appeler cette force, donc elle est représentée ici. Ça, c'est le poids de la pomme. On pourrait appeler ça l'action. Maintenant, il y a une réaction à ça.
Alors, la réaction, en fait, c'est la force qui est exercée par la pomme sur la Terre. C'est assez particulier quand on y pense. Mais, effectivement, la Terre est attirée par la pomme. N'oubliez pas, hein, la gravité, ça exerce toujours entre deux objets. Les deux objets s'attirent mutuellement. Donc, si la pomme est attirée par la Terre est aussi attirée par la pomme. Avec la même force que la pomme est attirée vers la Terre. Mais de sens opposé. Donc, autrement dit, la pomme, elle est attirée vers le bas, tandis que la Terre, elle est attirée vers le haut, c'est-à-dire vers la pomme. Évidemment, c'est pas assez, cette force-là, pour faire bouger la Terre. Parce qu'oubliez pas que la Terre, elle a une immense masse. Donc, ça prend une énorme force pour la bouger. Dans ce cas-ci, donc, cette force-là, elle n'est pas suffisante pour faire bouger la Terre. Par contre, elle a un impact important sur la pomme. Alors, vous voyez, ça, c'est ces deux forces-là, c'est ce qu'on appelle une paire action-réaction. C'est-à-dire que la force exercée par la Terre sur la pomme, puis la force exercée par la pomme sur la Terre, ce sont deux forces qui sont égales en module, de même direction, dans ce cas-ci, les deux forces sont verticales, et de sens opposé. Il y en a une qui est vers le bas, l'autre qui est vers le haut. Ce qu'on appelle une paire action-réaction ou un couple action-réaction. Parce que ces forces-là exercent toujours en paire. Ce principe-là d'action-réaction est vraiment important. On peut donner un autre exemple. Si on regarde par exemple quelqu'un qui... lorsqu'on marche. Alors, lorsqu'on marche, si on regarde le pied qui est en arrière, le pied qui est en arrière, c'est lui qui permet la propulsion, qui permet de se propulser vers l'avant. Qu'est-ce que le pied vers l'arrière fait quand on marche? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse le sol vers l'arrière et vers le bas. C'est la force qui est appelée A ici. A, c'est pour action. Okay? C'est l'action. Le pied pousse le sol vers le bas et vers l'arrière. En réaction à ça, le sol va pousser le pied vers l'avant et vers le haut. C'est la force qui est appelée R. R pour réaction. Donc, à toute action, il y a toujours une réaction qui est égale et opposée. Mais faites attention, les deux forces ne s'exercent pas sur le même corps. Le garçon, lui, il pousse le sol. Donc, la force A est exercée sur le sol, par le garçon. Tandis que la force de réaction, elle est exercée sur le garçon, par le sol. Et vous voyez que ces deux forces-là sont égales et opposées. Et en réalité, c'est ça qui nous permet de se propulser. C'est-à-dire d'avancer. C'est ça qui nous permet d'avancer quand on marche. C'est quand on pousse le sol vers l'arrière. Et en poussant le sol vers l'arrière, le sol nous pousse vers l'avant. Donc, vous voyez que la composante de réaction ici, elle a une composante vers le haut là, qui fait en sorte que le pied ne tombe pas. Mais il y a aussi une composante vers l'avant qui est montrée en jaune ici, Rx. Puis c'est cette composante-là, Rx, qui est vers l'avant, qui nous permet d'avancer. Donc, marcher, c'est une forme de... C'est un peu comme un moteur à réaction. On fait une action vers l'arrière et on a une réaction vers l'avant. C'est le même principe qu'on a justement dans un moteur à réaction. C'est le prochain exemple que je voulais vous expliquer. Supposons qu'on a une fusée. Ici. Et là, on allume les moteurs. Qu'est-ce qui va se produire? Lorsqu'on allume les moteurs d'une fusée, c'est qu'on va produire une combustion. Et là, on va se ramasser avec des produits de combustion à très haute température et très haute pression. Ces gaz d'échappement sont libérés à très grande vitesse vers le bas. Donc, vous avez, ça représente le feu là, qui émane du bas de la fusée. Et les gaz de combustion sont projetés par la fusée vers le bas. Fait que ça ici, la flèche que j'ai représentée, c'est la force qui est exercée par la fusée sur les gaz. Ça, c'est l'action. La réaction à ça, ça va donc être une force qui va être, elle aussi, verticale, mais vers le haut. Et cette force-là va s'exercer sur la fusée.
Donc, autrement dit, celle que j'ai tracée ici, ça c'est la force. Ça c'est par la fusée sur les gaz. Donc, autrement dit, les gaz sont poussés vers le bas. Mais en réaction à ça, les gaz vont pousser la fusée vers le haut. C'est la force que je viens de dessiner en rouge. En fait, j'aurais dû la dessiner de la même taille là, que la force en bleu, là, parce qu'action-réaction ont toujours la même taille. Donc, la force de réaction, c'est la force exercée par les gaz sur la fusée, et c'est ces gaz-là, c'est cette force-là qui va permettre de propulser la fusée. C'est pour ça qu'on appelle ça des réacteurs en passant. Réacteur parce que ça fonctionne grâce à la force de réaction. On fait une action dans un sens et on obtient une réaction dans le sens du mouvement désiré, dans ce cas-ci vers le haut. C'est le même principe avec un avion en réaction. Regardons à la page 142, on a une belle illustration de ça. On a une belle illustration de la fusée aussi. Donc, vous voyez ici la fusée. En fait, les réacteurs, c'est ce qui se trouve en dessous ici. Ça propulse les gaz vers le bas et les gaz propulsent la fusée vers le haut. Avec un réacteur d'avion, c'est la même chose. On expulse des gaz vers l'arrière de l'avion. Donc ça, c'est le réacteur ici. On propulse des gaz vers l'arrière et les gaz nous propulsent vers l'avant, propulsent l'avion vers l'avant. C'est ce qui permet à un avion d'avancer, en fait. C'est la force de réaction. De la même façon, d'une façon plus intuitive, mettons que vous soufflez de l'air avec votre bouche. En soufflant de l'air avec votre bouche, vous poussez l'air vers l'avant. En réaction, l'air vous pousse vers l'arrière. Fait que quand vous poussez de l'air avec votre bouche, comme ça pousse votre tête vers l'arrière. Ça paraît pas vraiment ici parce que la force avec laquelle vous poussez l'air n'est pas très élevée. Mais si vous êtes capable de pousser l'air très 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 fort avec votre souffle, ça pourrait effectivement vous propulser vers l'arrière. Cet effet-là est beaucoup plus évident avec une balloune, là. Fait que si vous prenez une balloune et vous la gonflez, puis vous la laissez après ça, sans attacher le bout, là, faites juste la laisser aller, ben en fait, vous allez voir qu'elle va être propulsée dans le sens inverse que l'air sort. L'air va sortir par le bout, puis la balloune va être propulsée dans le sens inverse.